Bonjour, je suis Romain de France Autotech. Bienvenue sur le podcast Autotech Calls. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier de Nanomad aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Écoute, on est ravis de t'accueillir. Pour introduire un peu ce sujet, on travaille beaucoup au sein de France Autotech pour expliquer que l'automobile et le secteur automobile va basculer dans la tech. Et effectivement, on va de plus en plus accorder d'importance au software, on va de plus en plus accorder d'importance à, à- aux interactions qu'on a avec les véhicules. Et je crois que vous avez, vous, développé une techno qui rend absolument, qui nous fait basculer dans ce nouveau siècle et qui permet véritablement d'avoir des interactions avec le véhicule tout à fait novateurs et c'est passionnant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, l'aventure de Nanomad et puis quel problème tu résous? Parce que je rappelle toujours que si tu ne résous pas de problème à nos followers, à notre audience, c'est que tu ne feras pas de chiffre d'affaires puisque tu ne résolveras pas de problème à tes clients. Voilà. Évidemment. Je vais déjà parler du problème qu'on résout. En fait, Nanomade, notre baseline, c'est Make All Materials Smart. Et en fait, très simplement, toutes les surfaces inertes, inactives qu'on peut trouver dans un véhicule, qu'elles soient en cuir, en plastique, en fer, en verre aussi, on a la capacité de les rendre tactiles, multitouch et sensibles à la force. Donc, pour faire simple, imaginons que toutes les surfaces disponibles dans un habitacle, du coup, on peut les transformer en surface d'iPhone, par exemple, pour pouvoir générer tout un tas de commandes et d'interactions entre à la fois le conducteur, le passager et le reste du véhicule. Ça ouvre des Donc ça, opportunités complètement dingues finalement. absolument, ouais, tout à fait. Du coup, là, on a un beau projet, avec un partenaire que je vais citer, qui est Novares, qui est un équipementier automobile, où on a redéfini avec eux, le fameux, boîtier de lève-vitres, de réglage, des rétroviseurs. On a enlevé toute la partie mécanique, en fait, des boutons, pour se concentrer sur une seule pièce, en plastique, sous lequel en fait on va coller nos différents capteurs, puisque ce sont des jauges de contrainte en fait, du coup refaire tous les scénarios et redéfinir l'usage de lever une vitre et de régler les rétroviseurs uniquement en fait avec le calcul de la pression, je dirais du doigt, sur la pièce de plastique en calculant la micro-déformation en fonction de la force qui est appliquée en fait par le doigt et donc du coup, redéfinir en fait cet usage. Alors il y a un côté waouh, parce que c'est sympa et personne ne l'a fait, mais il y a surtout avant tout, un côté, finalement industriel parce que, en enlevant la mécanique, on enlève finalement toutes les possibilités de panne. On a un gain de poids qui est quand même assez considérable, et aussi une histoire de coût parce que du coup, c'est une seule et même pièce avec, juste, une seule électronique. Donc on enlève, voilà de la place, du volume, du poids et en plus, cerise sur le gâteau, on a un effet waouh et moderne. Oui, donc ça s'intègre bien dans les objectifs des constructeurs finalement, effectivement, réduire les pannes, optimiser le poids, améliorer l'expérience client, le toucher, donc ça correspond bien effectivement aux attentes des équipementiers et Novares, on est en contact avec eux effectivement. Ce sont des gens très, très intéressants, hein. Alors du coup, quel nouveau type d'usage on peut imaginer? Parce que ça laisse libre cours finalement à un nombre incalculable de nouvelles possibilités d'utiliser, toutes les fonctions des véhicules. Parce que ces parties-là, finalement, là, tu parles des commodos pour lever ou baisser les vitres, dont finalement n'ont pas évolué depuis 30 ans peut-être. Depuis 30 ans, on a la même techno, le même service qu'on rend aux conducteurs finalement. Là, vous apportez, vraiment un effet, bien supérieur avec, cette nouvelle techno. Tout à fait. Alors après, nous, on fabrique des capteurs, hein, donc on est une boîte de tech. Après tous les usages, on les a pas imaginés, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on recherche des partenaires, des gens vraiment spécialisés dans l'usage pour travailler avec eux. Ce qui a été le cas d'ailleurs avec Novares puisque nous, en fait, à part, moi en tant que conducteur de véhicule, je sais ce que c'était que le commodo pour ouvrir et baisser une fenêtre, mais j'avais jamais imaginé que notre techno pouvait être utile pour ça. Mais on peut très bien imaginer tout un tas de choses. Par exemple, au niveau
du passager avant, il y a toujours une surface en plastique ou souvent d'ailleurs il y a l'airbag. Cette surface, elle peut être en plastique, en bois, suivant les véhicules. Typiquement, je crois que chez Tesla, d'ailleurs, c'est une belle surface en bois. On pourrait très bien imaginer cette surface de la rendre tactile et sensible à la force, pour pouvoir, typiquement, interagir avec l'ordinateur de bord, pour pouvoir, avec un kit Bluetooth, pouvoir, piloter son smartphone alors qu'il est dans sa poche. Voilà, je pense qu'il y a tout un tas de choses. Un autre usage aussi, qu'on pourrait imaginer, c'est que, et je reviendrai après sur le principe de la technologie, mais on a la capacité aussi de créer des capteurs transparents, transparents à 90 parce qu'on a une opacité que de 10, qui permettrait du coup, de garder, de rendre en fait la vitre ou le pare-brise, d'un véhicule, de le rendre en fait tactile et 3D Force. Alors après, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme usage avec? Je suis pas, j'ai pas forcément là, spontanément d'usage, mais peut-être que des personnes qui vont nous entendre se diraient: «Tiens, mais ça peut être génial, on peut imaginer sur la vitre d'un véhicule, on pourrait imaginer, voilà, avec ses doigts, changer tout un tas de choses». Mais tout à fait, moi j'ai vu quelques vidéos, notamment de nos partenaires de chez Saint-Gobain, qui sont spécialistes du vitrage, travailler sur, la façon dont les enfants pourraient, zoomer sur ce qu'ils voient, jouer finalement. Parce que c'est vrai que, le véhicule devenant de plus en plus, connecté, autonome, partagé, on parle dans le digital, d'UX, donc d'expérience utilisateur et finalement on va se mettre beaucoup maintenant de plus en plus à parler d'entertainment et d'expérience du passager et des passagers et finalement, la techno que vous proposez permet de faire ça, permet d'offrir aux passagers et à l'ensemble des passagers d'une voiture une expérience différente, qui d'ailleurs va de plus en plus se dissocier de ce qui se passe en matière de conduite, puisque les passagers vont avoir plutôt tendance à se recentrer sur eux-mêmes, à jouer, à discuter, à parler, comme ils le feront dans un salon finalement et c'est un peu dans cette, mouvance que vous vous inscrivez finalement dans cette entertainment, dans cette, expérience, beaucoup plus riche qu'on peut avoir au sein d'un véhicule. Absolument. Alors sur le long terme, comme tu l'as évoqué et comme j'ai pu en parler, c'est-à-dire sur des usages qui peut-être aujourd'hui n'existent pas, mais qui trouveront demain, finalement une existence. Mais voilà, à court terme, bon, il y a l'usage du commodo, du lève-vitre, mais on a aussi fait un proto, où en fait on a intégré nos capteurs, sur une surface en cuir et on peut très bien imaginer, alors je connais pas tous les termes, hein, dans les véhicules, j'espère que vous me pardonnerez, mais ce qu'il y a à droite, souvent en fait il y a une espèce de support à droite du conducteur, avec une molette où on peut interagir finalement avec l'ordinateur de bord. Donc, nous, on a fait un projet comme ça où, en fait, on a intégré nos capteurs sous du cuir. Donc, il y a un côté, on laisse le matériau complètement brut, et hyper quali, d'un très beau cuir. Et en fait, on fait toute l'interaction, par exemple, pour régler, les chaînes de radio, régler le GPS, voilà, sans avoir, de boutons et uniquement en laissant le cuir qui, lui, reste un produit pur, et noble. Et pour illustrer ça, par exemple, on a un projet, alors là, on n'est pas dans le secteur de l'automobile, mais qui est assez proche, qui est le secteur de l'automobile, puisque c'est nos 2 principaux secteurs, où en fait, on a intégré nos capteurs, dans un accoudoir, de classe éco. En général, tout le monde a pris EasyJet ou Ryanair et on sait que l'accoudoir, c'est un vulgaire morceau de plastique. Et dans ce vulgaire au bout de morceau de plastique, et du coup, on a intégré nos capteurs et donc sous le plastique. Et du coup, en fait, c'est une zone d'interaction pour le passager. Donc il peut régler, sa lumière, il peut appeler l'hôtesse. Donc tous les petits boutons qu'on a sur le côté ou en l'air, du coup, on les a directement à portée de main, grâce à la techno. Et petite précision, en fait, on fabrique des capteurs ultra fins, ultra sensibles, qui sont des capteurs de force en fait, et qui intègrent en plus sur une seule couche le capacitif. Voilà, donc en fait, ce qui est important aussi, c'est si jamais par exemple, je pose mon coude, je suis dans ma voiture, je pose mon coude sur le lève-vitre, il va pas s'enclencher parce que, derrière, il y a d'abord le capacitif qui active le force et après il faut appuyer suffisamment fort pour ouvrir ou baisser la fenêtre. Ouais, donc c'est intelligent en fait, hein, c'est effectivement adapté, très adapté,
à l'usage. Et alors, tu évoquais, le fait que vous étiez vous aviez développé une techno et que finalement vous la proposiez à des équipementiers qui devaient laisser libre cours à l'imagination de leurs ingénieurs et de leurs designers. Et donc comment est-ce que vous êtes organisés? Je disais tout à l'heure Nanomade, mais tu disais Nanomade. Comment est-ce que vous êtes organisés? Vous avez, j'imagine, beaucoup plus de staff sur la partie, ingénierie, et vous avez quand même des commerciaux. Comment est-ce que la boîte a commencé? Comment elle s'est développée? Et comment c'est quoi les prochains steps, qui arrivent? OK. Alors Nanomate déjà, c'est une société qui existe depuis 2009, que j'ai rachetée moi en 2019, donc bah, on va bientôt fêter nos 2 ans. Que j'ai racheté avec mon associé, Jean-Claude Rassou, qui, l'ancien PDG de Motorola France, donc qui connaît très bien toutes les problématiques d'électronique. Et aujourd'hui, bah, Nanomate, c'est une petite dizaine de personnes, essentiellement et même je dirais, quasi exclusivement, que des ingés, des PhD, à la fois en chimie, en électronique, parce qu'avant tout notre capteur, c'est en fait des nanoparticules qu'on va déposer grâce à de l'encre, avec, du jetting ou de la sérigraphie sur un substrat et c'est la déformation finalement de ces nanoparticules. On va récupérer en fait une résistance et cette résistance qui va nous permettre, finalement d'identifier la déformation en fait du capteur et une fois que ce capteur est collé sur un matériau comme du cuir ou du plastique et bah, du coup, si on met son doigt dessus, par exemple, ça crée une nano-déformation et nous, on va enregistrer cette nano-déformation. Donc c'est ça le principe. Donc, on est à Toulouse, on est dans la pépinière biotech de Toulouse. Alors, on fait pas des biotechnologies, mais comme on a des encres quand même à préparer, on a besoin de salles blanches et ce genre de choses. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, nos produits sont sur étagère. Le Dans l'automobile, on est en TRL7, nos capteurs sont certifiés aéro, donc ça, c'est quand même vachement important, ça a mis beaucoup de temps. On a tout un tas de brevets, on a, un secret de fabrication sur cette encre, et en gros, aujourd'hui, c'est d'accompagner finalement, des intégrateurs, donc ça peut être des équipementiers, ça peut être aussi des équipementiers dans l'aéronautique, par exemple, qui eux ont des idées, ont des besoins et ont besoin de disrupter des usages. Et donc nous, on va les accompagner, je dirais pour créer cet usage et après derrière, donc apporter la techno qui permet de le faire et surtout après de les accompagner, sur l'industrialisation des capteurs. Parce que nous, aujourd'hui, à Toulouse, on est capable de produire, jusqu'à quelques dizaines de milliers de capteurs par an. Au-delà, en fait, on n'a pas aujourd'hui, d'usine en propre et donc du coup, on travaille avec des tier one finalement de ces clients-là qui, eux, se chargent de produire nos capteurs. C'est des technos simples, hein, parce que c'est du jet d'encre, donc il y a beaucoup de sous-traitants qui sont capables, à partir du moment où on leur fournit l'encre, qui sont capables finalement d'imprimer à notre place, ces capteurs. D'accord, Et donc tes donc clients sont essentiellement les équipementiers, automobiles et aéronautiques, j'imagine? à ce jour, ouais, tout à fait. Et D'accord. donc, après au niveau commercial, non, aujourd'hui, on mise beaucoup en fait, sur notre site internet, alors moi je viens du e-commerce, donc, forcément c'est la petite pierre à l'édifice que j'ai apportée depuis que j'ai racheté l'entreprise. Mais, on mise beaucoup, finalement sur, la présentation de notre techno et en fait aujourd'hui, plutôt que de s'éparpiller, faire je dirais des projets, on va juste vendre quelques milliers de capteurs, par-ci par-là. En fait, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les très grosses séries. C'est là où on peut vraiment avoir du volume et puis surtout des prix, des prix bas en termes de fabrication et donc, finalement, la démarche commerciale, et la réponse, c'est mon associé Jean-Claude et moi qui les faisons. On n'a pas de commerciaux et on n'a pas prévu d'en avoir, en fait. D'accord, ouais, peut-être des revendeurs du coup, puisque je sais que les équipementiers constructeurs travaillent avec des gens comme Capgemini et consorts, pour concevoir, hein, tous ces, nouveaux tableaux de bord, et Dieu sait s'il y a énormément d'innovations en la matière. Je crois que Ferrari a été un des premiers à, s'occuper justement, de l'expérience passager en mettant un écran interactif, mais que finalement là, ça y est, tous les constructeurs se mettent
et d'ailleurs Tesla, en mettant l'écran au centre, participe de cette tendance. Ils se mettent tous effectivement à occuper tout l'espace et à avoir des écrans, totalement, originaux et modernes. Et donc peut-être qu'effectivement aussi, voilà, les Capgemini et consorts peuvent être des clients pour toi qui permettent de concevoir ces écrans-là. Alors Complètement. et alors, donc finalement, quels sont les steps, ou de quoi tu as besoin? Est-ce que hormis chercher des clients comme toutes les startups qu'on reçoit ici, est-ce que tu cherches à recruter? Est-ce que tu cherches à lever des fonds? Est-ce que tu cherches à promouvoir, ou à te focaliser sur une techno en particulier? C'est quoi les prochains steps dont tu as besoin? Alors, aujourd'hui, levée de fonds, on n'a pas prévu. On continue à se développer en fonds propres. Moi, j'ai vendu ma société en 2015, du coup, j'ai pu réinvestir dans Nanomade. Donc je dis pas que on arrivera, à tenir tout seul, encore pendant 10 ans, mais aujourd'hui, voilà, tous les investissements, on a pu les faire nous-mêmes et c'est très bien comme ça. On n'exclut pas, si on doit vraiment, et ça fait partie des choix stratégiques qu'on doit faire, produire nous-mêmes à Toulouse, en fait, nos capteurs, et ce qui peut être intéressant, puisque c'est toujours intéressant de verticaliser, du coup de produire soi-même, ne serait-ce que pour des raisons de qualité et de réactivité. Donc là, par contre, oui, on va faire certainement une levée de fonds, assez significative pour pouvoir, se doter finalement d'une unité de production, et pouvoir répondre à la demande, surtout si c'est des dizaines de millions de pièces, dans l'automobile. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on recherche, c'est surtout des partenaires, c'est-à-dire des gens qui sont complémentaires, donc des startups, ou des plus grands groupes. Tu as évoqué Capgemini, par exemple, qui sont des gens qui doivent apporter des solutions, qui doivent innover, qui ont ce savoir-faire en termes d'usage et qui vont pouvoir embarquer notre techno et puis notre savoir-faire en termes d'intégration, de design, pour pouvoir créer des nouveaux usages. Voilà. Et après, pouvoir aussi les commercialiser, pouvoir tester ces usages avec des clients potentiels. Et donc, ça, c'est le premier point. Et après, ce sur quoi on va se focaliser, j'ai pas parlé d'une des technos aussi qu'on avait, mais qui est exactement la même chose. C'est que nos capteurs sont tellement sensibles que, donc là, on a parlé de mettre nos capteurs sous un morceau de plastique, sous un morceau de cuir, par exemple, pour créer une interface, un nouvel usage d'interface entre le passager ou le conducteur et puis l'interaction avec le véhicule. Mais imaginons, et c'est d'ailleurs un projet qui va être commercialisé en 2022 dans les classes affaires d'un constructeur d'avions, qui, en fait, on imagine, on met nos capteurs finalement sous du tissu. Ce tissu, on le met par exemple sur un fauteuil, et en fait, le corps humain, une personne qui est assise dessus, en fait, comme les capteurs sont extrêmement sensibles, on arrive à récupérer la déformation de l'artère fémorale, et donc de récupérer, de manière totalement passive et non intrusive, le rythme respiratoire f le ry pardon, 1, 2, 3, le rythme respiratoire et le rythme cardiaque, en fait, d'un passager. Donc, typiquement dans l'aéro, les scénarios, c'est, voilà, on est en business, le client s'endort, donc on récupère, grâce à notre capteur et puis après à l'algorithme, on est capable d'identifier qui s'endort, et puis du coup, on va allonger complètement son fauteuil ou on va baisser la lumière. Donc voilà, ça, c'est des scénarios. Alors c'est pas aujourd'hui un dispositif médical, mais c'est un dispositif. Et donc là, typiquement, un des sujets, et on est toujours dans l'habitacle du véhicule, et c'est une nouvelle interaction finalement entre l'homme et le véhicule, ou en tout cas les algorithmes et les softwares. C'est typiquement, il y a des vrais sujets aujourd'hui, d'endormissement au volant, pourquoi pas aussi voilà, de fatigue et ce genre de choses. Donc ça, aujourd'hui, on est capable de le récupérer, en identifiant finalement le rythme respiratoire et le rythme cardiaque. Et c'est de pouvoir équiper demain finalement les véhicules avec nos capteurs pour pouvoir créer un système de, je dirais, de vigilance, pour les conducteurs. Donc voilà, et ce sujet-là, alors il est extrêmement complexe parce que nos capteurs,
capte, finalement tout un tas de signaux. Et c'est vrai que quand on passe sur un dodan, le corps bouge et donc du coup, on a aussi le signal, du corps qui bouge, dû au passage du véhicule sur un dodan. Et donc après, il y a tout un sujet et c'est là où on investit, nous, massivement chez Nanomade. Les derniers recrutements qu'on a fait sont là-dessus, sur, finalement l'intelligence artificielle. Donc là, on a recruté, une personne qui est en doctorat en intelligence artificielle. On a un partenariat avec l'INSA de Toulouse, pour pouvoir accéder à leur labo et pouvoir accéder, à pas mal de sujets pour travailler justement sur l'intelligence artificielle et nous permettre finalement de filtrer, tous les signaux, qu'on récupère, dans un environnement, mobile et pouvoir extraire en fait le jus de tous ces signaux que sont en fait le rythme cardiaque du passager et le rythme respiratoire. Donc voilà, on a ce sujet-là aussi où on a la recherche de partenaires, pour pouvoir, rentrer dans ce secteur, vaste de l'automobile, par ce biais. C'est passionnant, ça me fait penser effectivement à WeSings qui, à partir d'une simple pesée, hein, sur, un pèse-personne, réussit à collecter un nombre d'informations incroyable. Et j'ai écouté encore hier soir son fondateur, qui disait que, en partenariat avec l'hôpital Georges Pompidou, il arrivait à collecter des informations que les cardiologues n'arrivaient pas à collecter, dans leur cabinet. Et donc finalement, si tu peux, avoir une orientation, et un élargissement de ce métier, à toute la collecte de data, l'interprétation de la data et à améliorer finalement, la santé, ça t'ouvre des perspectives absolument, incroyables. Absolument, ouais. Alors, il y a le véhicule, donc on a parlé de la somnolence, mais il y a aussi la possibilité, l'intérêt de cette techno, en fait, c'est son côté non intrusif et passif. Donc, imaginons que ces capteurs, on les met, et on a un sujet de recherche là-dessus, par exemple sur un lit d'hôpital ou dans un EHPAD, du coup, pendant que le patient, ou l'usager finalement dort, est allongé sur le lit, pendant, 10 heures ou 24 heures si malheureusement, il est alité, on va pouvoir récupérer finalement son rythme cardiaque, son HRV, et son rythme respiratoire. Et à partir de là, en effet, cet enregistrement de milliers d'heures et de milliers de passagers de rythme cardiaque, on peut en déduire, alors ça, c'est pas notre métier, mais on pourrait en déduire avec, des gens qui savent faire du deep learning. On est tout à fait capable d'extraire tout un tas de données qui peuvent être passionnants et à vertu Oui, médicale. mais j'en suis sûr parce que, en tout cas, la grande majorité des startups que j'interviewe ici, heu, finalement, font une action de digitalisation et collectent de la data, et c'est dans l'interprétation de cette data qu'elles espèrent, mais qu'elles vont, hein, j'en suis sûr, tirer le maximum de leur valeur dans les années à venir. La digitalisation effectivement est une sorte de prétexte pour améliorer un service, et finalement, on peut demain, en numérisant, la relation et l'information qu'on collecte, en extraire vraiment, la quintessence. Donc c'est tout ce que je te souhaite, écoute, dans avec tes équipes, de réussir à faire, et je pense que tu pourrais vraiment, rendre des vrais services. Parce qu'on passe beaucoup de temps dans une voiture, on passe beaucoup de temps dans un avion, et dans une voiture, effectivement, tu parlais de somnolence tout à l'heure, c'est un vrai sujet, c'est une des causes très importantes d'accidentologie sur autoroute, et tout doit être effectivement, mené pour, réduire ce risque-là. Alors, je te propose qu'on termine cet échange par, une explication, une présentation de ce que tu as fait. Tu évoquais tout à l'heure que tu as vendu une société en 2015. Quelle était cette boîte et c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené, alors peut-être pas à Toulouse, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a amené à racheter, Nanomade, aujourd'hui? Ouais, c'est toujours pareil, c'est le fruit du hasard en fait, de l'empirisme. Donc alors ce que j'ai coutume à dire quand je rencontre des clients ou des partenaires, c'est que, moi j'ai fait à la base une école d'ingénieur en électronique, à Paris. Et en fait, pendant 20 ans, j'ai pesté en me disant, à part mon diplôme, je me suis emmerdé, ça m'a servi à rien puisque je suis tout de suite parti en fait dans le business. J'ai monté ma boîte dans le e-commerce où, forcément le e-commerce, ça reste du commerce donc
finalement, les semi-conducteurs et tout ça, ça sert pas à grand-chose. Et du coup, je suis hyper content parce que je pensais que ça allait me servir à rien. Et depuis que j'ai repris Nanomade, bah, du coup, je me suis dit, ah bah, finalement, ce que tu as appris il y a 20 ans, c'est pas si débile que ça. Et puis surtout, ça m'a vraiment permis de comprendre la techno et tout ce qu'on pouvait faire avec. Voilà. Donc ça, c'est le petit clin d'œil. Au-delà de ça, du coup, moi, j'ai monté une société qui existe toujours, qui s'appelle ventedudiable.com, qui est un site de vente privée qui vend des produits d'occasion reconditionnés technologiques. Donc, ça peut être des iPads, des iPhones. On était les premiers à se lancer dans l'iPhone reconditionné, fin des années, ouais, en 2008-2009. Et après, derrière, on s'est fait distancer par une très belle boîte qui s'appelle Back Market, qui va plus parler voilà, à nos auditeurs. Et Vente du Diable, voilà, c'est une société à Toulouse qui faisait à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, qui existe toujours. Moi, depuis que j'ai revendu la société, j'ai pas mal investi à titre personnel dans des boîtes dans la tech, parce que c'est vraiment mon ADN, entre Bordeaux, Toulouse, et Paris. Et après la rencontre, en fait, c'est, mon associé Jean-Claude, je connais depuis très longtemps. C'est lui qui m'a fait rencontrer Nanomade, en fait, où je trouvais que la techno, c'était une société que je suis quasiment depuis la création. Et je trouvais que la techno était vraiment géniale, qu'il y avait des milliers de choses à faire, peut-être justement trop, et que je dirais, avant que je rachète l'entreprise, la difficulté qu'a rencontré l'entreprise, mais je ne leur jette pas la pierre, hein, parce que je pense que j'aurais fait les mêmes erreurs, c'est justement de vachement se disperser dans plein de secteurs différents, parce que le domaine des possibles était infini. Voilà. Et c'est pour ça que la stratégie qu'on a mis en place avec Jean-Claude quand on a repris, c'est vraiment de se focaliser sur quelques usages ou deux usages, ceux que j'ai évoqués, pour vraiment, et c'est là en plus où la techno chez nous est la plus mûre, et vraiment se focaliser là-dessus. Mais bon, voilà, après, c'est pas le débat, mais on pourrait imaginer tout un tas de choses et de projets qu'on a fait dans le passé avec nos technos qui sont tout aussi révolutionnaires que celles qu'on a pu évoquer. Mais pour le moment, on reste focalisé sur ces deux axes et il y a déjà beaucoup à faire. Mais on dit souvent effectivement que quand on crée une boîte, le plus dur c'est de vendre. Et c'est sûr que aussi belle la techno soit-elle, il faut vendre. Et si effectivement on court plusieurs lièvres à la fois, on risque de, de, de se perdre un peu en route. Donc se refocaliser, je pense que ça a beaucoup de sens. Je vois aussi que c'est une ode à l'entrepreneuriat, puisque après une école d'ingénieur, tu as créé ta boîte et ça, c'est quand même magnifique. Alors, pas tout de suite, mais par contre, je suis rentré dans une ESN fin des années 90. Et en fait, c'est les deux fondateurs, parce que j'étais un des tout premiers recrutés, et les deux fondateurs ont été d'une inspiration. C'était mes gourous ou mes maîtres Jedi, si je puis m'exprimer ainsi. Et du coup, c'est eux qui m'ont donné envie d'entreprendre, mais plus qu'envie, c'était vraiment une nécessité, en fait. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, en arrivant à Toulouse, de rencontrer mon ancien associé chez VDD, qui s'appelle Stéphane Contrepoix, qui a remonté plein de boîtes, et qui l'a revendu depuis. C'est lui qui a su me faire confiance et me dire, tiens, alors que moi, j'y connaissais rien, hein, j'étais tout jeune et tout ça. Et lui, il m'a dit, bah, écoute, viens, rejoins-moi, monte à bord, tu verras, c'est pas si compliqué d'entreprendre. Voilà. Et je pense que, et au même titre pour Nanomade, voilà, la rencontre avec Jean-Claude a été déterminante. On s'entend hyper bien et on a, au-delà du projet et je dirais de la société, finalement, ce qui nous anime, c'est ce partage, en fait, cette envie d'entreprendre ensemble, cette envie de vivre une aventure ensemble. Et je dirais à chaque fois, moi, toutes mes expériences, ça a toujours été comme ça. En fait, c'est plus un projet entre guillemets entre copains. Et c'est ce plaisir au quotidien qu'on partage aussi avec nos équipes, hein, parce que alors je dis pas qu'on est une bande de copains, hein, on bosse, hein, mais et qu'on est tout le temps en vacances, c'est pas le cas, mais voilà, l'idée c'est de partager un projet ensemble qui fait sens, où on partage les mêmes valeurs et je dirais dans la bonne ambiance et surtout avec du plaisir. Voilà, c'est un peu ce qui nous on a envie, voilà, quand on se lève le matin, on a envie d'aller bosser, on sait pourquoi on bosse et c'est ça qui m'anime. Et si j'avais pas ça, je pense que j'arrêterais et puis je sais pas, je ferais autre chose. Je montrerais une librairie de bande dessinée, par exemple, qui est un des sujets
qui me passionne. Mais voilà, c'est suffisamment dur l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait vraiment une véritable lumière qui nous anime. Pourquoi pas la bande dessinée, mais en tout cas, je passe beaucoup de temps à encourager ceux qui nous écoutent à entreprendre. Créer une boîte, c'est naturellement compliqué, il y a naturellement des épreuves à surmonter, mais alors on a à la clé l'épanouissement personnel, professionnel et une forme de liberté et une forme d'avoir l'impression de faire que chaque jour compte et que, on prend vraiment, beaucoup de plaisir à développer, sa boîte et donc voilà, vraiment j'invite tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient, s'ils sont salariés par exemple, à entreprendre, à créer leur boîte. C'est vraiment une source d'épanouissement très forte, voilà. Écoute, j'étais très très content d'échanger avec toi Olivier. J'ai découvert, beaucoup de choses. Je subodore vraiment, des cas d'usage, et des solutions que tu pourras apporter dans les années qui viennent, assez dingues et je serais ravi que l'activité, booste comme ça et je pense que tu es sur la bonne voie. Écoute, je te remercie. Merci à tous et puis écoute, à très bientôt Olivier. À très bientôt, Romain.